Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue, bonsoir ou bonjour, là où vous êtes, le magazine Tête à Tête, vous le savez, c'est un magazine qui se consacre aux leaders d'opinion, à ces personnalités qui peuvent vous apporter continuellement des grandes idées, apporter des lots à votre moule, afin que, pour votre édification, voilà, comme je vous l'ai dit. Alors ce soir, je change de registre en fait, je reçois un artiste, un grand, un ambassadeur de notre culture en la personne de Roch Bokabela, dit Bodo. Avec lui, nous allons avoir un entretien à bâton rompu autour de lui, sur son travail et naturellement tous ces paradoxes que nous rencontrons dans le monde de la culture de la République démocratique du Congo. Voilà donc avec vous, je reçois Roch Bodo. Bonjour Roch Bodo. Bonjour cher ami Kazumba. Ça fait un bail, c'est pratiquement 20 ans. Ça fait, oui, une vingtaine d'années pratiquement. Et on se retrouve dans un entretien télévisé que avec plaisir. Très intéressant. C'est une retrouvaille qui fait plaisir. C'est un plaisir partagé. Roch, je voudrais parler de vous, même si moi je vous connais, mais je crois que ça fait un temps où vous avez fait beaucoup de chemin. Il y a des nouvelles générations qui vous suivent sans pour autant connaître d'où vient-il, que fait-il, que pense-t-il, que compte-t-il faire. Alors, ma première question que je veux vous poser, parce que cette émission, c'est une émission, comme je le dis, consacrée aux leaders. Vous êtes aujourd'hui, comme je l'ai dit, ambassadeur. Moi, je dis que vous êtes ambassadeur de notre culture parce que vous faites bien votre travail. Pour vous, ça représente quoi? Ben, pour moi, ça représente une lourde responsabilité. Voir un travail qu'on avait embrassé comme de la blague, un métier on est tombé dedans comme par hasard, et avec le temps, on a eu la chance d'être considéré, sans fausse modestie, comme étant faisant partie du patrimoine culturel commun. Et je pense que pour moi, ça représente une lourde responsabilité de porter cet étendard sur le plan culturel, sur le plan artistique, d'un si grand pays qu'est le Congo, qui aujourd'hui est en train de piloter l'Afrique. Donc c'est une lourde responsabilité, ce qui nous pousse à nous remettre toujours en question pour être toujours à la hauteur de notre mission, pour ne pas, si pas décevoir, ne pas trahir ce grand pays que nous aimons tant. Roch Bodo, vous voyagez beaucoup. Vous êtes tantôt au Congo, tantôt en Europe, en tout cas à travers les continents. Êtes-vous fier d'être Congolais? Très fier d'être Congolais, et s'il fallait recommencer, je demanderais à Dieu que je sois toujours Congolais. Alors, par rapport à votre travail, comment est-ce que l'extérieur vous perçoit? Et vous-même, comment vous le vivez en vous? Bon, il faut dire que la première fois que je suis entré en contact avec le public extérieur, c'était pratiquement en 2009, en Belgique, où j'étais dans un projet avec le Théâtre Royal Flamand de Bruxelles, KVS. KVS, c'est en néerlandais, hein, ça n'a rien à voir avec le français. KVS, c'est Koninklijk Vlaams Schouwburg. Donc, en français, c'est Théâtre Royal Flamand de Bruxelles. Alors là, il y avait un projet qui avait commencé ici, un projet de création, on a commencé ici. Et puis la dernière étape, c'était en Belgique. Et en Belgique, il y avait deux étapes. La première étape, c'était à Bruxelles. Et la dernière, c'était à Gand. Alors, quand le spectacle est sorti, parce qu'il faut dire que c'était pratiquement dans le milieu belge, flamand et tout, c'était un effet surprise.
C'était un effet surprise. Ils ne pensaient pas que des talents pareils pouvaient provenir du Congo. Je me rappelle, parce que là-bas, avant que le spectacle ne puisse sortir, il y a d'abord des séances de critiques, c'est-à-dire on fait des représentations à huis clos devant vos confrères, devant la presse. Et donc, si la presse apprécie, il fait des bonnes critiques, eh bien, à la sortie du spectacle, il y aura engouement. Alors, on a eu la chance. Oui. On a eu, bon, pas de contrat, mais d'abord pour que le public vienne voir le spectacle. Parce qu'avant, c'est uniquement devant la presse. Alors, nous, on a eu cette chance. Tu vois, le journal flamand, c'était le journal Standard, je crois. Parce qu'il y a la Libre Belgique, c'est francophone, mais Standard, c'est néerlandophone, flamand. Ils ont, dans leur article, ils ont placé comme titre « Boom d'énergie en provenance de Kinshasa ». C'est-à-dire, ils ne s'imaginaient pas. On a donné un spectacle de 2 heures du temps, mais c'est comme si on était drogué. C'est-à-dire, il y avait de l'énergie, il y avait... non, on avait tellement donné le meilleur de nous-mêmes que non, la presse était émerveillée. Et du coup, en tout cas, le public belge, quand il est venu, vraiment, il a commencé à respecter le Congo à travers les artistes que nous étions. Voilà, ce qui a fait que, bon, on a joué dans le KVS, le Théâtre Royal, le bâtiment principal. On a joué comme ça pendant 1 semaine. On a commencé de lundi à samedi. Donc, au fur et à mesure qu'on évoluait, et les gens venaient de plus en plus nombreux parce que ils avaient trouvé qu'au-delà de tout ce qu'on raconte de négatif sur le Congo, au-delà du fait que, si aujourd'hui vous regardez la télévision congolaise, l'espace audiovisuel congolais, vous avez comme l'impression qu'il n'y a que des œuvres de bas étage, des œuvres de petites factures, alors que ce n'était pas ça. Et ils ont découvert une autre facette de la culture congolaise. Et comment tu l'as vécu? Comment vous l'avez vécu en vous-même? Non, mais pour nous, c'était d'abord un soulagement parce que on a fait pratiquement 5 mois. Déjà, on a commencé les recherches ici depuis 2005. L'équipe flamande venait ici, le metteur en scène et le directeur artistique, ainsi que 2 actrices, 2 comédiennes belges. Alors on faisait des recherches, on est allé à l'UPN voir les professeurs d'histoire, on est allé voir le maître Mwambaï, qui est un enseignant d'art dramatique à l'INA. Voilà, on a visité quelques sites ici. Et puis la dernière phase, c'était en Belgique. En Belgique, pour y aller, le Théâtre Royal nous a pris en charge. À l'époque, la plupart d'entre nous, nos passeports étaient expirés. Donc, le Théâtre flamand nous a acheté les passeports, il a financé tous les frais de voyage et tout. Arrivé à Bruxelles, il nous a logés. Alors, pour nous, c'était une charge, c'était une sorte de dette. On s'est dit, avec toutes ces dépenses, est-ce que nous serons à la hauteur? Voilà. Je me rappelle même une fois, on a fait des insomnies. On était invité à la sortie d'un spectacle comme ça, un grand spectacle
C'était une troupe venue de l'Indonésie, je crois. Et ils étaient logés pendant 3 semaines. Alors, en entrant dans la salle, il y a le directeur général, le directeur artistique, pardon, du Théâtre Royal Flamand, à l'époque c'était M. Yann, qui dit « Ah bon, il reste votre tour, hein. J'espère que vous serez à la hauteur aussi. Hein. » Alors là, C'est stressant. Ça nous a stressés et en même temps, ça nous a stimulés à bosser dur pour ne pas décevoir. Alors, à la sortie du spectacle, par rapport aux différentes réactions du public, en tout cas, c'était vraiment un soulagement. Et c'était parti pour une tournée à travers la région flamande jusqu'à Amsterdam. Voilà. Alors, c'était un tour d'horizon qu'on devait faire pour que nos téléspectateurs découvrent tant soit peu, parce que vous êtes pratiquement un livre. Hein. Quand on tourne une page, on est très tenté d'aller à l'autre. Donc, ils puissent vous découvrir certaines spécificités de votre parcours. Alors, aujourd'hui, je le rappelle, vous êtes président du groupe Afrique Art. Voilà. Est-ce facile? Pas du tout. Pas du tout par le temps qui court. C'est pas facile de diriger une structure culturelle à dominance théâtrale. C'est compliqué. Comme on a toujours dit, autre temps, autre mœurs. Vous savez, à l'époque, au début, quand on était chez Canal Kin, et à cette époque, il y avait des facilités, il n'y avait pas trop de sous-traitance. C'est-à-dire vous traitiez avec le sponsor directement. Hein. Si Labra Congo vous sponsorise, vous traitez directement avec Labra Congo. Et voilà. Et puis la cagnotte réservée au sponsoring était un peu consistant. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Le sponsoring est devenu compliqué. Et avec la prolifération des troupes de théâtre, avec la prolifération des artistes de théâtre qui sont venus dans le métier sans idéal, sans talent. Et donc, ils contribuent un peu à l'effritement des valeurs même des artistes. Donc c'est devenu compliqué. À l'époque, un sponsor pouvait vous sponsoriser à hauteur de 5 000 $ par mois ou 10 000 $ par mois. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui n'ont comme besoin que de passer à la télévision. Eh bien, ils vont négocier avec des Indo-Pakistanais, avec un petit rien, avec un 100 $. Ils font la promo de vos produits, de vos biens et services. Et voilà, alors que les professionnels qui connaissent leurs valeurs, qui connaissent leurs talents, eh ben, ils ne se retrouvent plus. Pourquoi vous n'abandonnez pas Roch Bokabela? Je ne peux pas abandonner parce que quelque part... Si c'est si difficile que ça. Quelque part, au début, j'avais dit que c'était une responsabilité. Nous sommes obligés de porter cette croix jusqu'à la fin. On est non seulement acteur sur scène, mais on est aussi expert dans ce domaine. Il nous appartient de lutter, il nous appartient de conscientiser ces jeunes, il nous appartient de jouer le rôle d'interlocuteur valable face aux décideurs et face, pourquoi pas, aux annonceurs pour qu'ils comprennent finalement l'importance de la culture. On ne peut pas abandonner, sinon ça sera une lâcheté et nous serons jugés et condamnés sévèrement par l'histoire. Je vous ai suivi dans plusieurs de vos interventions. Aujourd'hui, vous avez développé aussi beaucoup d'atouts des syndicalistes. Vous défendez votre corporation, vous défendez vos valeurs. Alors, votre idéal, là, comment vous le traduisez en actes? Vous êtes organisé, comment vous le faites? Alors,
généralement, nous avons créé un collectif, le CAC, c'est-à-dire Collectif des artistes et des culturels. Là c'est une sorte de groupe de pression où nous fédérons nos énergies pour être une sorte d'interface aux décideurs. Ça, c'est sur le plan général. Bon, sur le plan particulier, je fais aussi partie de l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma, qui est dirigée par le président Massoumou. Et donc là aussi, ça a comme objectif essayer de réfléchir pour pouvoir faire face aux différents maux qui rongent ce secteur qui, vous le savez, regroupe beaucoup de jeunes gens qui ne connaissent toujours pas pourquoi ils sont là, qui n'ont pas eu l'occasion de pousser, d'aller plus loin avec les études et qui ne sont là que par le souci de végétariat, de star system. Et on est là pour essayer de réfléchir, pour pouvoir trouver des solutions pour la bonne marche de la corporation. Alors dans le CAC, là c'est vraiment pour un intérêt général. Ça se manifeste par les différents forums que nous organisons. L'année passée, je crois, on avait organisé la 3e édition du Forum des culturels. Ça s'est passé à l'Institut des musées nationaux. Alors là, ça avait regroupé vraiment la crème dans le domaine culturel. On a réuni vraiment, je dirais même des savants dans différentes disciplines artistiques et culturelles. On a réfléchi sur les différents problèmes qui rongent notre secteur, notamment le fameux problème de la politique culturelle. Un si grand pays comme ça, on n'a pas une politique culturelle. C'est-à-dire, un ministre de la culture qui est là, il ne sait pas ce qu'il doit faire, si pas pour redresser le secteur culturel, mais pour piloter ce ministère. Il n'y a pas de cahier de charge pour ce ministère-là. On a parlé, on a réfléchi sur ça, et à l'intérieur de ça, il y a le statut de l'artiste. Nous, là, les artistes congolais, on est qui? On est des mendiants, on est des libéraux, ou alors on est des gens qui pratiquons un métier qui est susceptible de renflouer les caisses de l'État de par nos prestations, de par nos créations. Alors, ce n'est pas défini. Alors, si c'est défini comme étant des gens qui peuvent générer des recettes, ok, il faudrait alors que nous puissions payer les impôts et taxes. Et en contrepartie, il faudra que l'État puisse s'occuper de nous, que l'État puisse nous accompagner. Au besoin, un artiste peut aussi aller jusqu'à s'affilier à la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, hein, pour éviter le spectacle désolant auquel nous assistons en cas de problème. Non, il faut faire des collectes par-ci, par-là, il faut mendier à la télévision, alors qu'un artiste n'est pas n'importe qui. Un artiste, c'est un opérateur économique. Vous comprenez? Alors, on a traité de tous ces problèmes-là. On a parlé du fameux problème des copies privées. Les copies privées, c'est-à-dire tous les accessoires électroniques qui utilisent les œuvres artistiques. Dès l'entrée à la frontière, ça doit payer. Ça se passe comme ça dans des pays civilisés, dans des pays organisés. Tout ce qu'il y a comme les clés USB, les disques durs, les ordinateurs, les CD,
tous ces appareils-là électroménagers, quand ça rentre ici, parce que ils utilisent les œuvres des artistes. Et donc, l'État doit percevoir de l'argent. La DGRAD doit percevoir, si pas la DGRAD, même la DGDA doit percevoir déjà à l'entrée, à la frontière, et pour que ça puisse, pour que cet argent-là puisse servir le pays. Pour que ça puisse, ça c'est en général, mais en particulier, ça doit servir la culture. Aujourd'hui, dans certains pays, le ministère de la Culture, dans le cadre de la politique culturelle, il lance des appels d'offres, il lance des appels à projets, des projets bancables qu'il peut financer. Mais ici, ça ne se passe pas. Nous avons certes le Fonds de promotion culturelle FPC qui collecte de l'argent au nom de la culture. Mais vous en profitez? Ça sert à quoi? Ça, je ne sais pas, parce que jusque-là, ça a fonctionné comme, comme une maison occulte. C'est-à-dire, ceux qui ont bénéficié du financement, ils ne disent rien à leurs collègues. Si bien qu'on ne sait pas comment avoir du financement au sein du... Donc, entre vous, déjà, il y a un problème. Il y a un problème. Moi, j'ai croisé des amis qui ont travaillé là-bas. Mais pourquoi vous ne venez pas? Est-ce que vous connaissez un tel? Mais ils ont bénéficié. C'était pas moins de 20 000 dollars. Ah bon? Ben oui. Oh, mais c'est des amis avec qui vous buvez, vous mangez tout le temps ensemble. Vous voyez? Donc, alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils leur disent là-bas. Et alors, c'est tous ces problèmes-là. Et ajouter à cela le fameux problème des gestions des droits d'auteur, on en a parlé aussi. Et toutes ces résolutions, on est allé le proposer au ministère de tutelle qui va travailler avec les élus, les députés nationaux pour la mener. Vous avez trouvé une oreille attentive quand même Oui, cette fois-ci, lors de la dernière édition, on a bénéficié de l'accompagnement du ministère de la Culture. Et bon, malheureusement, il est parti. C'est ça aussi le problème. Les gouvernements, il y a tout le temps des changements. Bon, certes, on dit les hommes passent, les institutions restent. Mais bon, espérons vraiment que toutes ces résolutions ne vont pas rester lettres mortes. Ça ne va pas pourrir dans des tiroirs. Voilà. C'est bien dit. Alors, il y a un paradoxe que moi je vis. Je suis un grand fan de la télévision. Je suis quelqu'un qui aime croquer vos œuvres. Alors, je suis beaucoup de nos chaînes étrangères, tout ça, où nous constatons que l'Afrique de l'Ouest est très présente sur TV5, sur A+, mais on ne sait pas toujours comprendre comment est-ce qu'un pays comme le Congo, qui regorge des grands talents, qui font fureur ailleurs, comment est-ce que nous sommes absents? Le problème, c'est à quel niveau? Est-ce vous, les acteurs qui n'exploitaient pas tous les horizons? Est-ce au niveau de la politique inexistante, la politique culturelle, ou carrément c'est des bonnes guerres, c'est une guerre d'intérêt? Bon, je dirais que les responsabilités sont partagées. Il y a d'une part une responsabilité du gouvernement, de l'État, parce que TV5, c'est une chaîne francophone. Moi, je me demande la francophonie, la représentation de la francophonie ici, ça nous sert à quoi? Le Congo, aujourd'hui, c'est, en dehors de la France, c'est le premier pays francophone. Mais quel est notre bénéfice? Le Congo, en tant que deuxième pays francophone, de par du nombre des gens qui parlent français, on ne bénéficie pas du tout. Je pense que c'est le travail que devait faire notre représentation de la francophonie. C'est-à-dire lancer un appel à projet, hein, des films pour investir la télévision francophone qui est TV5.
Vous voyez, c'est ça la différence entre les anciennes colonies françaises. Eux, ils continuent à faire la promotion de leurs anciennes colonies. Enfin, la métropole. La France continue jusqu'à présent à faire la promotion de la culture des pays des anciennes colonies. Oui. Moi, je vais de temps en temps en Côte d'Ivoire pour participer à l'enregistrement de l'émission Parlement du Rire. Mais la première fois que je suis arrivé à Abidjan, on nous dit ici, c'est Petit Paris. Petit Paris, pourquoi? Oui, ben parce que vous allez le constater. Alors, on arrive, là où on enregistre l'émission, ben, c'est des Français, c'est la télévision, c'est Canal+, qui est là, il fait la promo. Il a amené une grosse machine, toute sa grosse machine de production et tout. Vous avez la représentation de toutes ces chaînes-là, les A+, machin, ils sont basés là-bas, avant peut-être de venir ici, petit à petit et timidement. Je pense que c'est un travail qui doit se faire au niveau de l'État. Parce que nous faisons la langue française, c'est une langue des Français. Comme disaient nos aînés dans la culture, ils ont dit, c'est un butin de guerre que nous avons hérité de la colonie. Alors, le fait de continuer à en parler, à utiliser cette langue, quelque part, nous faisons la promotion de la France. Mais qu'est-ce que nous gagnons? On ne gagne rien du tout. Alors, il fallait que nous profitions quand même de la promotion de nos œuvres à travers cet outil de diffusion qu'est TV5. Ça, c'est de 1. La responsabilité de l'État à travers le commissariat de la francophonie. Alors, la deuxième responsabilité, c'est nous, les artistes. Bon, les artistes, il y a le cinéma populaire. Là, les amis, on ne peut pas trop les condamner parce que c'est destiné à la consommation locale. La plupart, ça se produit de manière un peu amateur, c'est-à-dire on ne respecte pas les normes et tout. Les productions, celui qui pilote le tournage, il est en même temps caméraman, réalisateur, monteur en même temps. C'est-à-dire que c'est des productions amateurs. Ça, bon, on ne peut pas trop les condamner parce que ce n'est pas leur champ de diffusion. Mais à côté de ce genre-là cinématographique, le théâtre populaire, le cinéma populaire, qu'on appelle abusivement théâtre populaire, il y a des jeunes gens qui sont formés, qui ont la technique du cinéma. Mais eux, non plus, n'investissent pas la télévision. Ils n'investissent pas ces chaînes internationales. C'est ça aussi le problème. La plupart de nos jeunes, après avoir appris le cinéma, bon, ils préfèrent aller, se produire pour les festivals. Et pourtant, le cinéma, moi je l'ai toujours dit, le cinéma, c'est communautaire, c'est quelque chose de populaire. Si vous n'avez pas d'assises ici, si dans votre pays, vous ne vous faites pas connaître, ben, comment voulez-vous qu'à l'étranger, on puisse vous consommer? Il faut d'abord commencer à faire votre promotion ici et au besoin, ce que j'ai toujours dit, puisque nous avons nos amis qui font le cinéma populaire, eh ben, pourquoi ne pas s'associer à eux, aux artistes pétris de talent, mais qui manquent parfois l'encadrement professionnel. Parce que si vous voyez le cinéma nigérien, ben, ça n'a rien de différent de ce que nous proposons ici avec le groupe Salongo, avec Africar, avec le groupe Simba, avec les Synarques et consorts. Bon, le problème, c'est que ici, c'est peut-être les moyens qui manquent. Vous voyez? Alors, si jamais on arrivait à professionnaliser le théâtre populaire, le cinéma populaire, je pense que nous allons arriver à conquérir toutes ces chaînes et nous allons faire comprendre au monde que ce n'est pas les talents qui manquent ici. Alors, il y a une question que j'aurais dû vous poser depuis le début. Roch Bodo, c'est un comédien,
Est-ce un acteur de théâtre? Est-ce un acteur de cinéma? Et par rapport à cela, vous vous sentez à l'aise sous quelle casquette? Roch Bodo, c'est un comédien. Un comédien, c'est un terme générique qui désigne tout praticien de théâtre et de cinéma. C'est-à-dire quelqu'un qui joue au théâtre et au cinéma. Alors, un comédien, la différence avec l'acteur, c'est qu'un comédien, il peut avoir une certaine formation, il peut subir une certaine formation, comme notre cas. Moi, j'avais commencé avec le théâtre à la Cité, et puis je suis allé à l'INA pour apprendre. Et bon, en dehors de l'université, on peut aussi apprendre les techniques pour jouer. Mais un acteur, c'est quelqu'un parfois qui peut être recruté comme ça. Il vient, il intervient dans un film, et puis voilà. Un comédien, il est aussi acteur. Mais tout acteur n'est pas forcément comédien. Voilà. Moi, je suis comédien. Parce que c'est mon métier, c'est ma profession. Alors, il y a un autre phénomène dans votre domaine qu'on observe. Aujourd'hui, on parle de plus en plus, enfin, on a toujours parlé du cinéma américain, du cinéma indien, du cinéma nigérian, mais aujourd'hui, il y a l'émergence du cinéma turc. On voit la République sud-africaine aussi qui s'impose de plus en plus. Je ne parle pas de l'Afrique de l'Ouest, mais le Congo est absent. Parce qu'en plus, l'émergence de ce cinéma s'accompagne aussi de l'émergence des télévisions. Et tout. Mais le Congo est absent. Quelle est votre analyse à ce propos et qu'est-ce que vous proposez, même aux décideurs? Parce que ce sont des sources, des recettes qui nous échappent. Moi, je pense... Bon, excusez-moi, mais je dirais que ça fait partie de la politique. Ça fait partie même de la politique culturelle. Je vois dans des cahiers des charges des chaînes de télévision, l'État impose qu'il y ait 50% de production locale. Mais il ne suffit pas seulement que ça s'arrête au niveau des textes. Il ne suffit pas seulement que ça s'arrête au niveau de la théorie. Mais il faut l'imposer. L'État doit faire la promotion de sa culture. Le Congo est riche culturellement. Je pense qu'aujourd'hui, si les États-Unis est reconnu comme étant le pays le plus fort de la Terre, c'est tout un travail de marketing que le gouvernement a utilisé à travers le cinéma. Oui. Nous, quand on grandissait, quand le Congo était encore culturel, quand il y avait des salles de cinéma partout, aujourd'hui ça n'existe pas. Ici à Gombe, il y avait, je crois, 2 ou 3 salles de cinéma qui appartenaient à l'État. Ça n'existe pas. C'est-à-dire pour nous, pour l'État congolais, le cinéma n'a pas de place ici. Et c'est dommage. Il y a des immeubles qui pilulent ici. Il y a des nouvelles cités, des quartiers luxueux. Mais il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de salles de spectacle. Voilà un Congo. Voilà le Congo qui reste. Alors, nous, quand on grandissait, quand on allait dans les salles de spectacle, nous, on sait qu'un Américain, même s'il rencontre 200 Indiens, même s'il est seul, il va tuer tout le monde. Parce qu'un Américain, il est fort. Un Américain, on ne l'abat jamais. C'est le marketing. Alors, pour un pays aussi riche culturellement comme le Congo, avec plus de 450 ethnies, qui sous-entend plus de 450 variétés artistiques, culturelles. Quelle richesse! Quelle richesse! Mais nous ne faisons rien. Les gens pensent que le Congo, c'est seulement quand vous allez dans des conseils des ministres, il n'y a que... il faut seulement parler des coltans, des cuivres, des cobaltes qui nous attirent des problèmes. Ils oublient qu'il y a cette autre richesse qui est la culture. Si jamais nous l'exploitons,
on peut même oublier la guerre. On peut même oublier tout ce que nous avons comme problème. Il y a le chef de l'État qui a parlé de la vengeance du sol sur le sous-sol. Mais on peut aussi parler de la vengeance, de la culture, sur les minéraux, sur autre chose. Et là, non seulement ça aura de l'impact sur le plan économique, mais aussi ça va redorer l'image de ce grand pays. Voyez-vous, pour vous prouver à quel niveau la culture pour l'Afrique est très importante. Vous savez, l'Union africaine est dirigée actuellement par notre chef de l'État, notre président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui est actuellement le président de toute l'Afrique. Et vous savez, son mandat est placé sous quel thème? Art, culture, patrimoine, comme levier pour le développement de l'Afrique que nous voulons. Ça devait nous interpeller. Ça devait nous interpeller. C'est-à-dire pour les pères fondateurs, ils sous-entendent que non, pour que l'Afrique puisse décoller, il faut faire la promotion de notre culture. Et là, ils proposent même que tous les pays africains puissent ratifier la charte de la renaissance de la culture africaine. Parce que c'est ça la base du développement de notre Afrique. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons du secteur culturel? Mais vous êtes des leaders d'opinion, Roch. Mais comment est-ce que ce message parvient au président de la République? Je suis surpris. Je suis sûr, bon, je ne sais pas. Déjà, on avait commencé notre... bon, si pas notre combat, notre pression, à la veille des élections. On s'est dit, bon, comme il y a l'alternance qui se pointe à l'horizon, essayons de faire du bruit pour que le prochain gouvernement, qu'on nous mette à la tête de du ministère de la Culture, quelqu'un qui s'y connaît et quelqu'un qui maîtrise un peu les rouages de la chose culturelle et tout. Et puis après, il y a eu élection, il y a eu alternance. Alors, on a commencé par faire un mémo. Déjà, on a sollicité l'audience, ça n'a pas été facile. On a écrit un mémo, on est allé déposer, les choses n'étaient pas faciles. Et puis finalement, on a organisé une marche jusqu'au Mont Ngaliema. On n'a pas été reçu et finalement, le directeur de cabinet de l'époque, honorable Vital Kamere, que je salue, il nous a reçus. Il a envoyé le général Kassongo pour nous amener jusque dans son bureau au Palais de la Nation. On lui a expliqué notre souci et il avait compris. Il avait demandé qu'on lui laisse le mémo. Et puis après, on a attendu, rien ne s'est passé. Et puis finalement, on a organisé le forum, qui était pratiquement une sorte d'état généraux de la culture. Alors, c'était en collaboration avec le ministère de la Culture. Puis finalement, le ministre là, il est parti. Il y a un autre ministre qui est venu. Et entre-temps, les choses ne semblent pas décoller. Les choses ne semblent pas décoller. La loi sur la politique culturelle, ça traîne. Et pourtant, il y a de la matière dans tout ce qu'on avait proposé comme résolution. Bon, je ne sais pas, on continue à lutter. On va pas se taire parce que il n'y a que nous qui pouvons aider les décideurs à booster ce secteur qui est vraiment... qui est très rentable. Très rentable, vous comprenez. Et c'est pourquoi, à travers ces genres d'émissions, nous continuons à parler pour que finalement, ils comprennent. Aujourd'hui, c'est le Congo qui pilote l'Afrique sur le plan culturel. Nous avons combien de festivals financés par l'État? Un festival culturel qui attire le monde culturel,
Quel est ce rendez-vous culturel que quelqu'un peut quitter la France, le Canada pour venir au Congo, pour déguster la culture congolaise? Il n'y en a pas. Quelles sont les salles de spectacle, les infrastructures que nous avons? Que non, quelqu'un, même pas un Congolais, mais un expatrié, peut se dire, bon, aujourd'hui, j'aime le pays, ce pays, ça c'est le pays de Mikanza, hein, le pays de Papa Wemba, le pays de Mundele Ndombe, bon, où est-ce que je peux voir un spectacle de théâtre? Où est-ce que je peux voir un spectacle de folklore, un festival? Ça n'existe pas. Quelles sont d'abord les salles que nous avons? Un grand pays comme ça, la capitale, il n'y a aucune salle de spectacle viable. Le théâtre des eaux est devenu... tu sens vraiment que si c'était dans un pays... Bon, donc ça ne peut pas exister ici au Congo. C'est très sale. Vous êtes révolté apparemment. Très révolté. Très révolté. Quand nous allons dans d'autres pays, vous voyez, ce pays ne dépasse le Congo en rien du tout. Le théâtre national, la salle Mongita, dans un état... Dans un état de délabrement, je ne sais pas. Parfois, j'ai même pitié des gens qui travaillent là-bas. Il y a d'ailleurs un artiste qui venait de décéder, un grand instrumentiste. Il joue à un instrument traditionnel, monsieur le vieux Etenso. Il vient de décéder. C'est la misère. Fais un tour au Théâtre National. Tu vas voir, tu regardes seulement la face des artistes. Tu sens la misère. Alors que c'est un théâtre qui... C'est comme les léopards. Le Théâtre National, c'est comme les léopards. C'est-à-dire c'est un théâtre d'État qui a été créé par Mobutu. On a que les deux salles-là qui appartiennent à l'État actuellement. Mais dans quel État? Il y a la salle Théâtre de Verdure qui est fermée. On peut plus y accéder. Roch Bodo, quel est votre message d'une manière, en résumé, aux décideurs par rapport à votre deuil? Aux décideurs, je leur recommande d'être sérieux. On ne peut pas diriger. Excusez-moi, ça fait mal, mais je camoufle cette honte à travers le rire. On ne peut pas être leader d'Afrique sur le plan culturel, tout en bafouant la culture dans notre propre pays. Art, culture, patrimoine, comme levier du développement de l'Afrique que nous voulons. Qu'est-ce que nous faisons de notre art ici? Soyons sérieux. Ce n'est pas seulement les coltans, les diamants qui va développer ce pays, mais c'est aussi la culture. Nous avons réfléchi à votre place et il y a des solutions. Il suffit de consulter le collectif des artistes et des culturels qui venait d'organiser les forums. Il y a aussi beaucoup de rencontres, il y a plusieurs comme ça. Si on peut rassembler toutes ces résolutions, eh bien, nous allons aider ce pays à être réellement un porte-étendard sur le plan africain et partant sur le plan mondial. Parce que Frantz Fanon n'était pas bête quand il a dit l'Afrique a une forme de revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Et cette gâchette-là, ce n'est pas la gâchette des guerres ou de tribalisme ou quoi que ce soit. Mais c'est la gâchette culturelle qui est un ensemble de tout. Unit. Parce que la culture, tout est culturel. Tout est culturel. Si vous arrangez, si vous mettez en valeur la culture, vous verrez que ce pays va décoller. Parce qu'il y a la culture comme art, il y a la culture politique. Il y a la culture éducationnelle. Donc, tout est culture. Quand on met un accent sur la culture, vous allez voir que certains antivaleurs vont disparaître de soi. Je considère votre message comme étant votre mot de la fin. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. Et vraiment que ce genre d'émission, que ce genre d'opportunités puissent perdurer. Merci beaucoup aux promoteurs de la chaîne.
qui est mon vieux, que je salue. Je tais le nom, il est connu d'ailleurs. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité, pourvu que ça dure. La culture a besoin qu'on fasse du bruit autour pour que ce pays puisse décoller. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aimables téléspectateurs, voilà, c'est la fin de notre entretien qui a connu une participation active de l'artiste comédien Roch Bokabela dit Roch Bodo. Avec lui, nous avons eu un entretien bâton rompu autour de lui, autour de ses idées, autour de son travail et surtout autour des perspectives, autour de ce monde culturel qui a besoin de l'appui de nos décideurs, du fait que c'est un secteur très rentable qui traduit pratiquement l'image de la République démocratique du Congo. Notre prochain rendez-vous, vous le connaissez, nous serons toujours fidèles. Au revoir.